Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition de lecture d'un voyage au bout de la nuit. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez. Ce soir, je continue pour vous la lecture d'une œuvre de Stefan Zweig qui s'intitule L'ivresse de la métamorphose. Stefan Zweig, pour ceux parmi vous qui prennent la lecture en cours, il s'agit d'un auteur autrichien né à la fin du 19e siècle, décédé dans les années 40. Il est assez connu d'ailleurs pour avoir écrit des œuvres, notamment 24 heures dans la vie d'une femme ou encore La confusion des sentiments. C'était un grand ami de Sigmund Freud. Il finira finalement par se suicider en 1942 au Brésil en faisant une overdose de somnifères. Mais il aura pourtant connu une enfance plutôt bourgeoise, heureuse, mais conformiste, peut-être un peu trop à son goût, à Vienne, où il commencera très jeune à écrire, dès sa vingtaine, avant bien sûr donc de parcourir l'Europe. Alors cette œuvre, publiée à titre posthume, se déroule donc dans l'Autriche de l'entre-deux-guerres. La première partie est centrée sur le personnage de Christine, qui témoigne des réalités de l'après-Première Guerre mondiale, qui se veut être, vous verrez, plutôt une satire. Une deuxième partie est racontée de la bouche du personnage de Ferdinand, un personnage plus dur, plus virulent, face à ce continent qui s'enfonce toujours un peu plus dans la barbarie. On sent d'ailleurs que l'humanisme de Stefan Zweig est ici profondément ébranlé par les modifications de la société et aussi par la montée du fascisme. Il avait lui-même souffert des désordres politiques en Autriche, puisqu'une perquisition dans sa maison de Salzbourg en 1934 par des nationalistes l'avait profondément affecté, entraînant donc un départ précipité pour l'Angleterre. Alors dans son roman, il dépeint le contraste entre la vie luxueuse d'une certaine élite et le désarroi, la pauvreté du petit peuple. Comme il le dit lui-même, il analyse les sentiments et la complexité des rapports humains face à ces injustices, chaque personnage réclamant sa part de bonheur, sa part de vie volée par des années donc de guerre et d'humiliation. Un roman fascinant que je vous propose tout de suite de poursuivre. Restez bien avec nous. D'ici là, n'oubliez pas également qu'on vous attend dès à présent sur les réseaux sociaux. Pour cela, c'est simple, vous connaissez le principe. Il vous suffit tout simplement de taper #VBN pour leur très très belle nuit sur C8. « 1916, 18 ans. Voici qu'un mot nouveau revient sans cesse dans la conversation. Trop cher. C'est pitié de voir la mère, le père, la sœur, la belle-sœur chercher une solution à leurs soucis dans des calculs. Du matin jusque tard dans la nuit, ils refont les comptes de leur pauvre vie quotidienne. Trop cher la viande, trop cher le beurre, trop cher une paire de chaussures. C'est à peine si Christine ose encore respirer de peur que ce ne soit trop cher. Les choses les plus indispensables de la vie disparaissent comme effrayées et se cachent dans des repères d'accapareurs, exploiteurs de marché noirs. Il faut retrouver leurs traces, mendier le pain, obtenir furtivement quelques légumes chez l'épicier, aller chercher les œufs à la campagne, amener sur une charrette à bras le charbon de la gare, une chasse journalière pour des milliers de femmes souffrant du froid et de la faim, et cela pour un butin chaque fois plus maigre. En plus, le père a des maux d'estomac. Il lui faut une nourriture spéciale, facile à digérer. Depuis qu'il a dû décrocher l'enseigne Boniface Hoflener et vendre le local, il ne parle plus à personne. Et parfois, quand il se croit seul, il presse son ventre et ses mains, et il gémit. Évidemment, il faudrait appeler le médecin. Mais trop cher, dit le père, qui préfère en cachette se tordre de douleur. En 1917, 19 ans, 2 jours après la Saint-Sylvestre, ils ont enterré le père. Il a tout juste eu assez d'argent. Il a tout juste eu assez de l'argent de la caisse d'épargne pour faire teindre les vêtements en noir. La vie devient de plus en plus chère. Ils ont déjà sous-loué 2 pièces à un couple de réfugiés de Brosy, mais cela ne suffit pas. Cela ne suffit pas même si l'on se tue de travail du matin jusque tard dans la nuit. Finalement, l'oncle, conseiller au lit au ministère, procure à la mère une situation de gardienne à l'hôpital de Kornebourg et à elle-même un poste de secrétaire. Si seulement il ne fallait pas partir au petit matin et rentrer tard le soir dans les wagons glacés, pas chauffés, et en rentrant faire le ménage,
repriser, frotter, ravauder de coudre, jusqu'à ce que la tête vidée de toute pensée, de tout espoir, on tombe comme un sac renversé dans un mauvais sommeil dont on ne souhaiterait pas se réveiller. En 1918, 20 ans. Toujours la guerre, pas un seul jour sans contrainte, sans souci, même pas le temps de jeter un coup d'œil dans le miroir, de faire un saut dans la rue. La mère commence à se plaindre, ses jambes enflent dans la salle d'hôpital humide, construite à même le sol, mais Christine n'a plus la force de s'apitoyer. Logée depuis trop longtemps de plein pied, avec la souffrance, quelque chose en elle s'est engourdi depuis qu'elle doit enregistrer sur sa machine à écrire, journellement, 70 à 80 mutilations atroces. Parfois, clopinant sur sa béquille, il a eu la jambe gauche réduite en bouillie. Un petit sous-lieutenant, originaire du Banat, entre dans son bureau. Mais sur le visage un peu mou d'adolescent, l'épouvante a déjà tracé ses rides. Il a le mal du pays. Dans son allemand fleurant la vieille Souabe, il lui raconte des histoires de son village, de son chien, de ses chevaux, pauvre enfant blond perdu. Un soir, ils s'embrassent sur un banc, dans le jardin. 2-3 légers baisers, puis plus par compassion que par amour, il lui dit alors qu'il l'épousera dès la fin de la guerre. Elle l'écoute, souriante, épuisée. Que la guerre puisse se terminer, elle n'ose y croire. En 1919, 21 ans. C'est vrai, la guerre est terminée, mais pas la misère. Celle-ci s'est abritée sous le feu roulant des ordonnances. Elle s'est glissée, rusée dans les casemates en papier, des billets de banque encore humides, des presses, des emprunts de guerre. Maintenant, elle ressurgit, les yeux creux, forte en gueule, affamée, insolente, elle dévore les derniers déchets des cloaques de la guerre. Tout l'hiver tombe comme bourrasque de neige de chiffres, des zéros, des centaines de mille, des millions. Mais chaque flocon, chaque billet de 1000 fond au contact de la main, l'argent s'évanouit pendant que l'on dort, il se volatilise pendant que l'on change les chaussures déchirées à talons de bois pour courir une seconde fois au magasin. On court tout le temps pour arriver toujours trop tard. La vie relève de mathématiques, additionner, multiplier, une ronde folle, vertigineuse, de chiffres, de nombres, de tourbillons, un qui emporte les derniers objets de valeur dans son gouffre noir, insatiable. Du coup de la mer, la bronche en or, du doigt l'alliance et aussi le tapis de table en damassé. Mais tout ce qu'on y jette ne sert à rien, on ne peut le combler. Ce gouffre infernal, c'est en vain que l'on tricote des sweaters de laine très tard dans la nuit, que l'on loue toutes les pièces et même que l'on dort à deux dans la cuisine. Cependant, le sommeil reste la seule chose qu'on puisse encore s'offrir, la seule chose qui ne coûte rien. Tard le soir, le corps épuisé, maigri, pâle, toujours vierge, s'écroule sur le matelas et oublie pendant 6 heures, 7 heures, ces temps d'apocalypse. Et puis 1920, 1921, 22 ans, 23 ans, la fleur de la jeunesse, n'est-ce pas ce qu'on dit? Mais d'elle, personne ne le dira. Elle-même n'en sait rien. Du matin au soir, une seule pensée. Comment s'en sortir avec cet argent de plus en plus rare? Un soupçon d'amélioration. L'oncle, conseiller, est encore une fois intervenu. Il a mendié auprès d'un ami au ministère, compagnon de jeu au tarot, une place d'auxiliaire des postes. Il faut dire à Klein-Reifling, un minable village de vignerons, mais c'est un pas dans la carrière, une planche de salut. Pour une personne, le maigre traitement suffit. Mais comme le beau-frère n'a plus de place dans sa maison, elle doit prendre sa mère chez elle, avec un faire deux, et de nouveau chaque journée commence en économisant et se termine en calculant. On compte chaque allumette, chaque grain de café, chaque miette de farine dans la pâte. Cependant, malgré tout, on respire et on vit. 1922, 1923, 1924, 24, 25, 26 ans. Est-on encore jeune? Devient-on déjà vieux? Quelques rides se creusent légèrement sur les tempes. Ses jambes sont parfois fatiguées. Au printemps, elle souffre d'un bizarre mal de tête. Cependant, on s'en sort, ça va mieux. L'argent en belles pièces rondes pèse à nouveau dans la main. Elle a un emploi fixe d'auxiliaire des postes. Le beau-frère envoie à la mère 2 ou 3 billets au début de mois. Il serait temps maintenant d'essayer tout doucement de retrouver la jeunesse. La mère elle-même l'y encourage. Elle devrait sortir, s'amuser. Finalement, la mère réussit à faire inscrire dans un cours de danse d'une localité voisine. Mais ces danses rythmées ne sont pas faciles à apprendre. La fatigue est ancrée trop profondément en elle, au point qu'elle a parfois l'impression que ses membres sont comme engourdis de froid et que la musique ne peut les dégeler. Elle travaille avec effort, les pas prescrits, mais sans conviction, sans élan. Pour la première fois, elle se rend compte, trop tard, une jeunesse maltraitée,
Ruinée par la guerre, un ressort en elle doit être rompu, et vaguement les hommes, eux aussi, le ressentent. Aucun ne la courtise vraiment, bien que son profil blond et délicat lui confère, à côté des visages ronds et rouges comme des pommes, des filles du village. Quelque chose d'aristocratique. Mais ces filles de l'après-guerre de 17, 18 ans n'attendent que calmement, patiemment, qu'un garçon les désire, les choisisse. Elles exigent leur plaisir comme un droit, l'exigent avec une telle ardeur, comme si elles voulaient vivre non seulement leur propre jeunesse, mais encore celle des centaines de milliers de morts et de disparus. Christine observe avec saisissement, elle qui a 26 ans, l'assurance, le désir de jouissance dans l'attitude de ces filles d'aujourd'hui, leur regard averti, effronté, leur balancement provoquant des hanches, leur rire sans équivoque devant les gestes les plus osés des garçons. Elle les voit sur le chemin du retour, l'une après l'autre, chacune avec un compagnon, faire sans pudeur un crochet par le bois. Cela la dégoûte. Elle se sent terriblement vieille, fatiguée, inutile et dépassée au milieu de cette génération avide et brutale d'après-guerre. Elle n'a ni la volonté, ni la capacité de rivaliser avec elle. Avant tout, ne plus lutter, ne plus se donner du mal. Seulement respirer calmement, rêver doucement, assurer son service, arroser les fleurs sur le bord de la fenêtre, ne rien vouloir, ne rien souhaiter, se garder de provoquer des changements, des émotions, frustrée par la guerre de 10 années de jeunesse, elle n'a plus ni le courage, ni la force de rechercher la joie. Involontairement, Christine soupire au milieu de ses pensées. Rien que de se remémorer tous les affres de sa jeunesse la fatigue. Quelle bêtise sa mère a-t-elle manigancé là? Pourquoi partir d'ici pour aller voir une tante qu'elle ne connaît pas, parmi des gens avec lesquels elle n'a rien de commun? Mais non, mon Dieu, que faire? La mère le veut, c'est une joie pour elle, elle ne peut donc pas se défendre et surtout, pourquoi se défendre? On est si fatigué, si fatigué. Peu à peu résigné, l'auxiliaire des postes prend dans le tiroir du haut du bureau une feuille format infolio, la plie soigneusement en deux, glisse dessous un guide-ligne et nettement proprement avec plein de déliés. Elle écrit à la direction des postes de Vienne pour solliciter l'autorisation de prendre dès maintenant, pour raison familiale, son congé réglementaire et pour demander l'envoi d'une remplaçante à partir de la semaine suivante. Puis elle prie sa sœur, qui est à Vienne, de lui procurer un visa pour la Suisse, de lui prêter une petite valise, de venir jusqu'ici pour discuter de plusieurs choses concernant la mer. Les jours suivants, elle prépare lentement, soigneusement, dans tous les détails son voyage, mais sans joie, sans attente, sans intérêt, comme si cela ne faisait pas partie de sa vie, mais de la seule chose qui compte pour elle, son service, son devoir. Toute la semaine a passé en préparatifs. Le soir, avec ardeur, on coud, on répare, on nettoie, on rénove. De plus, la sœur, en petite bourgeoise timorée, pense qu'il vaut mieux mettre de côté les dollars envoyés plutôt que de les dépenser en achats. Elle a prêté quelques affaires de sa propre garde-robe, un manteau de voyage jaune clair, une blouse verte, une broche achetée par la mère lors du voyage de noces à Venise, ainsi qu'une petite valise en osier. Cela suffira. À la montagne, on ne fait pas de toilette. Ce qui manquera à Christine, elle achètera sur place dans de meilleures conditions. Enfin, voici le jour du départ. C'est l'instituteur de la localité voisine, Franz Fürchthaler, qui porte lui-même jusqu'à la gare la petite valise. Il ne veut laisser à personne d'autre cette preuve d'amitié. Dès la première nouvelle, ce petit homme de santé fragile aux yeux bleus, caché craintivement derrière ses lunettes, est venu chez les Hoflener offrir ses services. Ce sont les seules personnes avec lesquelles il soit lié dans cette localité de vignerons isolés. Sa femme se trouve depuis plus d'1 an, abandonnée par tous les médecins, à Allan, dans le sanatorium d'État. Les 2 enfants en pension chez les parents éloignés. Il reste donc seul presque tous les soirs, dans ces 2 pièces silencieuses, s'occupe sans bruit à de petits travaux exécutés avec amour. Il classe des plantes dans un herbier, calligraphie en ronde à l'encre rouge, des noms latins à l'encre noire, des noms allemands sous les pétales séchés. Il relit lui-même ses chers cahiers rouges, briques de la collection, réclame avec du carton au motif coloré et imite au dos des livres, avec une plume à dessin particulièrement fine, des lettres d'imprimerie à s'y tromper. Très tard, quand il sait les voisins endormis, il joue du violon, un peu raide mais très appliqué sur des partitions retranscrites par lui, la plupart du temps du Schubert ou du Mendelssohn, ou bien recopié sur des livres de près les plus beaux vers, les plus belles pensées, sur des feuilles blanches in quarto, au grain délicat.
Quand il en a rempli une centaine, il les relie en un nouvel album sur du papier glacé, orné d'un frontispice décoré. Comme un scripteur du Coran, il aime les arabesques délicates, l'envolée de l'écriture, alternant pour son plaisir secret et délié un plaisir qui, discret et pourtant chaleureux, accède ainsi à la lumière. Pour cet homme modeste, tranquille, casanier, qui n'a pas de jardin devant l'immeuble où il loge, les livres remplacent les fleurs dans la maison. Il aime les ordonner dans l'étagère en allées bigarrées. Il veille sur chacun tendrement, tel un jardinier des anciens temps, et de ses mains fines et pâles, il les saisit comme des choses fragiles. Il ne met jamais les pieds à l'auberge du village. Il déteste la bière et la fumée comme l'homme pieux craint le démon. Entend-il du dehors, derrière une fenêtre, les voix rauques de gens qui se disputent, ou d'ivrognes qu'il passe son chemin d'une marche rapide et irritée. Les seules personnes qu'il fréquente depuis la maladie de sa femme sont les Hoflehner. Il leur rend visite assez souvent, le soir, pour bavarder ou bien. Et elle l'apprécie, pour leur faire la lecture de sa voix normalement sèche, mais que l'émotion fait vibrer comme une musique. Il lit de préférence des passages des Fleurs des Champs, du poète de leur pays, Adalbert Stifter. Son âme timide et un peu renfermée connaît insensiblement une sorte d'épanouissement. Qu'en relevant les yeux de son livre, il voit la tête blonde, courbée de la jeune fille attentive. À sa façon d'écouter de l'intérieur, il se sent compris. La mère remarque le sentiment qui grandit en lui et comprend, dès que le destin inéluctable de sa femme sera accompli, il tournera un regard nouveau vers sa fille dans une intention plus précise. Mais celle-ci se tait, patiente. Elle a depuis longtemps perdu l'habitude de songer à elle-même. L'instituteur porte la valise sur l'épaule droite, un peu plus basse, indifférent au rire des écoliers. La charge n'est pas bien lourde, mais il doit pourtant, pendant tout le chemin, faire appel à tout son souffle pour rester à la hauteur de Christine, tant celle-ci se hâte, impatiente, nerveuse. Le départ l'a douloureusement bouleversée à un degré inattendu. À 3 reprises, sa mère, malgré l'interdiction formelle du médecin, a péniblement descendu les marches jusque dans l'entrée pour se cramponner à elle, prise d'une peur irréfléchie. À 3 reprises, elle a dû faire remonter l'escalier à la vieille femme pesante, qui sanglotait désespérément. Puis il est arrivé, comme si souvent, pendant ces dernières semaines, que sa mère, au milieu des sanglots et des discours agités, brusquement perdit sa respiration et dut être allongée, haletante. C'est dans cet état que Christine l'a quittée, et elle ressent l'inquiétude comme une faute personnelle. Mon Dieu, s'il lui arrive quelque chose, je n'ai jamais vu aussi agitée et je ne serai pas là, se lamente-t-elle. Ou si elle a besoin de quelque chose la nuit, sa sœur ne vient de Vienne que le dimanche. La fille de la boulangerie m'a bien juré, ses grands dieux, qu'elle resterait le soir près d'elle. Mais à celle-là, on ne peut pas faire confiance. Quand il s'agit de danser, elle abandonne sa propre mère. Non, je n'aurais pas dû le faire. Je n'aurais pas dû me laisser convaincre. Voyager, c'est bon pour ceux qui n'ont pas de malade à la maison, pas pour des gens comme nous, et puis si loin, d'où l'on ne peut rentrer à chaque instant, que m'apportera toute cette comédie de voyage? Pourrais-je y prendre un plaisir quelconque, me demandant à chaque minute s'il ne lui manque rien? Et personne n'est là la nuit. Quant à la sonnette en bas, ils ne l'entendent pas ou ne veulent pas l'entendre. Ils ne tiennent pas à nous loger, les aubergistes, s'ils le pouvaient. Ils nous auraient depuis longtemps donné congé. Et puis la remplaçante qui vient de Linz, je l'ai bien priée de faire un saut chez nous, midi et soir, et elle s'est contentée de répondre « oui », dont on ne sait s'il promet ou non. J'aurais peut-être mieux fait de me décommander par télégramme. Qu'est-ce que cela peut représenter pour la tante, que je vienne ou non? Ma mère se persuade qu'ils se soucient de nous. Si cela était, ils auraient pu nous écrire d'Amérique depuis longtemps, ou bien, pendant la crise, nous envoyer un colis de vivres comme des milliers d'autres l'ont fait. Combien j'ai moi-même distribué, et pas un seul pour ma mère de sa propre sœur. Non, je n'aurais pas dû lui céder, et si cela ne tenait qu'à moi, je décommanderais maintenant. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai une telle peur. Il ne faut pas que je parte, je ne dois pas partir. Tout a son effort pour suivre sa marche hâtive. Le petit homme blond, timide à son côté, reprend cependant parfois son souffle pour la rassurer. Non qu'elle n'ait aucun souci, lui-même,
il, il, le, il le lui promet. Il ira voir chaque jour sa mère. Si quelqu'un a le droit de s'offrir une fois des vacances, c'est bien elle qui, depuis des années, n'a pas un seul jour quitté le collier. Il serait le premier à le lui déconseiller si cela était de son devoir, mais qu'elle n'ait pas d'inquiétude, il lui donnera des nouvelles tous les jours. Tous les jours. À la hâte, essoufflé, il lui dit, en propos confus, tout ce qui lui vient à l'idée pour l'apaiser. Et de fait, ses propos insistants la réconfortent. Elle ne perçoit pas très nettement ce qu'il dit, elle sent seulement quelqu'un sur lequel elle peut compter. À la gare, le train est déjà signalé. Son modeste accompagnateur tousse cérémonieusement pour s'éclaircir la voix. Elle remarque bien que depuis un moment, il danse d'un pied sur l'autre. Il voudrait dire quelque chose, mais il n'en a pas le courage. Enfin, profitant d'une pause dans sa conversation, il tire timidement de sa poche intérieure une sorte d'enveloppe blanche. Qu'elle veuille bien l'excuser, ce n'est naturellement pas un cadeau, seulement une petite attention qui peut-être pourra lui être utile. Étonnée, elle déplie une longue feuille en papier de luxe. C'est une petite carte de son voyage de Linz à Pontresina qui se déplie en accordéon. Tous les fleuves, toutes les montagnes et les villes, le long du parcours y sont dessinés à l'encre de Chine et à une échelle microscopique. La hauteur des montagnes, marquée par des traits plus ou moins serrés, est notée en chiffres minuscules, les cours des fleuves dessinés en bleu, les villes en rouge, les distances indiquées par une échelle placée à droite, dans le bas de la carte, tout cela avec la précision des grandes cartes scolaires de l'Institut géographique, mais produit ici impeccablement par un petit instituteur, stagiaire, à force d'applications minutieuses et de patience infinie. Involontairement, Christine rougit de surprise. Sa joie insuffle du courage à son timide compagnon. Il tire encore une deuxième petite carte, celle-ci carrée et encadrée par une bordure dorée, la carte de l'Engadine, copiée sur la grande carte suisse d'état-major, sur laquelle chemins, sentiers, même les plus petits détails sont remarquablement reproduits, et dans le milieu, dans un minuscule cercle à l'encre rouge, un bâtiment se détache solennellement. Voilà son hôtel, lui explique-t-il. Là où elle logera, il l'a repéré dans un ancien guide Bedker. Ainsi, au cours de toutes ces excursions, elle pourra s'orienter et ne craindra pas de se tromper de chemin. Elle le remercie avec une émotion sincère. Depuis des jours, en cachette, cet homme si touchant n'a pas dû épargner sa peine pour se procurer à la bibliothèque de Linz ou de Vienne les documents nécessaires. Il lui aura fallu des nuits entières avec une patience infinie, retaillant 100 fois son crayon muni d'une plume à dessin achetée spécialement pour reproduire et colorier ses cartes, et cela pour lui offrir, en dépit de sa pauvreté, une joie véritable et utile. Ce voyage qu'elle n'avait pas encore commencé, il l'a anticipé, accompagné en pensée kilomètre par kilomètre, nuit et jour. Sa route, son destin ont été présents à son esprit. Comme émue, elle lui tend la main pour le remercier. À lui, encore effrayé de son propre courage, elle remarque pour la première fois ses yeux derrière ses lunettes. Un regard bleu d'enfant, doux et bon, que tandis qu'elle observe, une émotion profonde rend plus sombre, plus mystérieux. Soudain, elle perçoit une chaleur inconnue, jusqu'alors jamais ressentie en sa présence, un sentiment d'affection et de confiance, comme elle n'en a jamais éprouvé pour un homme. En cet instant, une sensation restée jusqu'alors très vague entraîne une décision. Plus longuement et plus cordialement que jamais, elle retient sa main en le remerciant. Lui aussi a senti son changement d'attitude, le sang lui monte aux tempes, il se trouble, respire profondément, cherche en vain le mot à dire, mais déjà, un monstre inquiétant et noir, la locomotive arrive dans un appel d'air qui arracherait presque la feuille de la main de Christine. Juste une minute d'arrêt. Christine monte rapidement, elle n'aperçoit plus de la fenêtre qu'un mouchoir blanc agité qui disparaît bientôt dans la fumée et l'éloignement. La voilà seule pour la première fois depuis des années. Ce sera donc la fin pour cet épisode, mais on se retrouve très très vite pour la suite. D'ici là, n'oubliez pas de nous rejoindre dès à présent sur les réseaux sociaux. Vous connaissez le principe, il vous suffit tout simplement de taper #VBN. Sur ce, très belle nuit à toutes et à tous sur C8.